Alors, je pense que nous sommes presque tous et toutes là. Je vous salue bien chaleureusement. Je vous souhaite également la bienvenue. Je suis Catherine Foisy, professeure titulaire au département de sciences des religions de l'UQAM, et donc je co-organise aujourd'hui avec notre collègue Martin Meunier, professeur titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa, titulaire également de la chaire de recherche Québec, francophonie canadienne et mutation culturelle de l'Université d'Ottawa, cette conférence qui sera prononcée par Yann Raison du Clusio. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires, outre nos institutions respectives, le CRIDAC, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, la Société québécoise pour l'étude de la religion, ainsi que la chaire Jeunes et religions à l'Université Laval. Nous sommes donc réunis ce midi pour entendre notre collègue Yann Raison du Clusio relativement à la recherche qu'il a menée sur Serge Bonnet, tout à la fois religieux et prêtre dominicain, également chercheur au CNRS, mais surtout sur les débats internes au catholicisme dans la période, je dirais, périconciliaire, parce que les travaux commencent avant la tenue effectivement du concile. En effet, le livre nous permet d'entrer à partir de la pensée de Bonnet dans les questions qui confrontent tant le clergé que la hiérarchie de l'Église et le laïcat, notamment relativement à l'état de la pratique religieuse, à des phénomènes comme la déchristianisation, à la radicalisation politique, notamment à gauche, d'une part du clergé français, mais surtout donc à ce que Bonnet décrit comme le catholicisme populaire. Nous avons pensé, Martin et moi, organiser cette conférence parce qu'elle permet à la fois de plonger dans des débats qui ont une résonance jusqu'à aujourd'hui, alors que les apports des populations issues de l'immigration à une embellie de la pratique religieuse catholique, notamment dominicale, pointent dans le sens de l'importance et de l'attachement à des marqueurs populaires de la foi catholique, mais aussi peut-être cela nous permettrait-il de reprendre des travaux et des débats importants qui ont eu lieu dans les années 1970-1980 ici même dans le monde académique québécois. Notre conférencier nous a proposé de nous attarder spécifiquement au chapitre 5 de son ouvrage intitulé La déchristianisation inversée, que nous avons rendu disponible pour lecture préalable à la conférence. Je le présente sans plus tarder. Alors, Yann Raison du Clusio, il est déjà connu, mais je le présente de manière succincte. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Bordeaux, membre de l'Institut de recherche Montesquieu, associé au groupe Religion, Société, Laïcité. Depuis la soutenance de sa thèse de doctorat en 2008 à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, il a publié plusieurs ouvrages que vous avez probablement lus ou dont vous connaissez la sortie, la publication. Je souligne, entre autres, un ouvrage important sur la politisation de la province dominicaine de France, également un ouvrage publié en codirection avec Florian Michel à la droite du Père, Les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, publié au Seuil en 2022, et également en 2019 au Seuil, une contre-révolution catholique aux origines de la manif pour tous. Une petite note sur le déroulement de notre rencontre. Après avoir entendu la conférence de Yann, Martin Meunier prendra la parole pour introduire la période de discussion qui nous mènera au mot de la fin vers 13h30. Alors, pour 50 minutes, donc Yann, la parole est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup à Catherine Foisy et à Martin Meunier de m'avoir invité à présenter mon dernier livre, Vers une Église sans peuple, Serge Bonnet et le catholicisme populaire, ouvrage qui a paru aux éditions du Cerf au mois d'octobre 2025. Alors, ce livre, c'est un livre qui en contient plusieurs. C'est un livre qui a plusieurs trames. C'est un livre, tout d'abord, qui propose de réfléchir à l'histoire populaire de la sécularisation. En effet, dans la société française, la sécularisation est une dynamique majeure de transformation de la culture et donc de la culture populaire. Dans les années 1950, il y avait encore plus de 95% des enfants qui étaient baptisés dans les 3 mois après leur naissance, dans les années d'après-guerre. Les années 50,
plus de 95% des enfants étaient baptisés dans les 3 mois après leur naissance. Aujourd'hui, le taux de baptême, tout d'abord, il est compté par la Conférence des évêques de France de la naissance à 7 ans, ce qui rend la comparaison difficile, et on est, selon les diocèses, entre 20 et 25% de baptême. On voit donc là, si on prend ce rite de passage comme indicateur, un effondrement de l'appartenance au catholicisme, qui est donc une transformation majeure de la culture populaire. Mais cette transformation de la culture populaire, elle reste relativement sans récit. Et très souvent, ce sont les statistiques qui tiennent lieu, je dirais, de source principale pour décrire cette évolution, comme je viens de le faire. Pourtant, si on s'intéresse à la culture matérielle ou à la structuration de la mémoire familiale, il suffit d'ouvrir un album de photos d'une famille française des années 1950, des années 60 ou encore 70 pour voir que la structuration du temps familial est construite par la ritualité catholique puisque les occasions principales de photos sont les rites catholiques du baptême, de la communion solennelle, le mariage bien sûr également. Et on voit, en prenant cet objet, qui est un album photo, à quel point, eh bien, ce temps religieux domine le temps familial jusqu'aux années, enfin, pendant les années 50, encore les années 60, et puis progressivement, cette structuration religieuse du temps devient marginale et est supplantée par les vacances et les loisirs. Donc, penser la sécularisation, c'est penser la transformation de la culture populaire. Mais pourtant, cette transformation de la culture populaire, elle reste un relatif impensé de l'histoire religieuse contemporaine. Si on prend les ouvrages qui s'intéressent à la crise catholique, et je pense à l'ouvrage classique de Denis Pelletier, paru en 2002, La crise catholique, on voit que le mouvement de modernisation de la société française et la manière dont l'Église a participé à cette transformation de la société française, eh bien, elle reste surtout écrite à travers l'histoire des militants, à travers l'histoire des intellectuels catholiques, à travers l'histoire de leur contribution intellectuelle. La dimension populaire reste très souvent un élément de contexte, mais encore une fois, ce sont les statistiques qui tiennent lieu quasiment de contextualisation. Donc, cette histoire populaire de la sécularisation reste relativement méconnue. Et c'est pour moi un des enjeux de ce livre, d'essayer d'approcher de cette histoire populaire de la sécularisation. Il y a un second enjeu à ce livre, c'est d'écrire une histoire des sciences sociales du catholicisme. Les sciences sociales du catholicisme, tout particulièrement l'histoire et la sociologie, ont été des ressources extrêmement importantes de la pensée de ce contexte de changement accéléré, donc entre l'après-guerre et les années 70. Comment les historiens et les historiennes, comment les sociologues ont-ils pensé ce décrochage populaire auquel ils ont été confrontés? Une manière d'écrire cette histoire populaire du détachement religieux est de s'intéresser aux observateurs de la culture populaire, et c'est pourquoi proposer une histoire des sciences sociales du catholicisme est, je dirais, la seconde voie d'approche de cette histoire populaire du détachement religieux, et c'est aussi une des trames importantes dans ce livre. Et puis, bien sûr, il y a une troisième dimension majeure, c'est l'histoire du clergé, l'histoire de l'institution catholique. Comment a-t-elle vu, comment a-t-elle pensé ce décrochage populaire? Qu'a-t-elle fait pour lutter contre, pour le contrer, pour l'accompagner, pour lui donner sens? Comment les prêtres ont-ils vu et pensé cette évolution majeure et du catholicisme et de la société française?
Donc, penser l'histoire populaire, l'histoire des sciences sociales, l'histoire du clergé, c'est par trois voies essayer de ressaisir euh, l'histoire de la modernisation de la société française, mais aussi l'histoire de la sécularisation de la société française. Un objet classique, mais qui reste en grande partie encore à explorer, dont je crois nous n'avons toujours pas fait le tour. Ce sont ces trois enjeux, ces trois questionnements qui m'ont conduit à travailler sur Serge Bonnet. Et c'est en raison, je dirais, des qualités de Serge Bonnet, de sa trajectoire spécifique, qu'il m'a été possible de réunir un peu ces trois trames dans un livre qui a une trame biographique. Alors, qui est Serge Bonnet? Je ne suis pas certain qu'il soit connu outre-Atlantique, hein, sachant qu'il est déjà relativement oublié en France. Serge Bonnet, tout d'abord, il est né en 1924 et il meurt en 2015. Il est issu d'une famille d'extraction rurale, faisant partie de la petite bourgeoisie de la Champagne. Il grandit à Châlons-sur-Marne, hein, qui est désormais Châlons-en-Champagne. Serge Bonnet vient d'une famille de catholiques culturels, peu pratiquants. Mais il va vivre une forme de conversion et en 1949, il entre dans l'ordre dominicain. Par ailleurs, après son entrée dans l'ordre dominicain, il va mener une carrière intellectuelle comme historien et comme sociologue, ce qui va lui permettre d'être recruté au CNRS en 1961. Il entre au CNRS sans avoir fait candidature, uniquement grâce à la sollicitation et à l'appui d'Émile Poulain, qui a remarqué les qualités de son histoire religieuse. Il va faire une carrière, donc, comme sociologue en sociologie des religions au CNRS, au sein du premier groupe de sociologie des religions, le GSR, fondé par Gabriel Lebras et avec les figures fondatrices de la sociologie des religions en France, donc Gabriel Lebras, Henri Desroches, Émile Poulain, Jacques Maître. Il va soutenir son doctorat d'État sous la direction de Raymond Aron en juin 1970. Et progressivement, ses travaux vont se déplacer d'une étude des dévotions rurales vers une étude du rapport populaire à la religion en milieu ouvrier et d'un rapport populaire aussi au monde communiste. Et il va multiplier ensuite les travaux sur le monde ouvrier et sur le catholicisme, avec toujours une prédilection pour la Lorraine, dont il est un des spécialistes. Alors, un dominicain, sociologue, ça ne suffit peut-être pas à justifier l'intérêt pour sa trajectoire. En fait, ce qui fait la qualité de sa vie, c'est l'ensemble de ses engagements et c'est sa multipositionnalité. Serge Bonnet est en fait un bon témoin. C'est un observateur extrêmement intéressant des recompositions qui traversent la société française entre l'après-guerre et les années 1980. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il vient d'un catholicisme périphérique et s'engage dans un catholicisme zélé, mais il conserve au sein même du noyau dur du catholicisme une forme de recul lié à sa trajectoire sociale. Il est sociologue et donc il cherche à penser le populaire comme sociologue et à rationaliser son expérience du populaire afin d'objectiver le devenir de la culture populaire. Donc c'est aussi un observateur qui permet de comprendre ce qui se passe dans les sciences sociales du catholicisme face au changement religieux. Et puis c'est un dominicain.
C'est un dominicain, un ordre intellectuel influent, mais c'est un dominicain qui, avant d'entrer à l'ordre dominicain, est brièvement passé par un engagement politique à droite, assez proche de l'Action française. Donc, au sein de l'ordre dominicain qui, on va dire, dans le paysage catholique de la France, est un ordre plutôt d'avant-garde, il a un certain recul lié à une sociabilité plus à droite qui lui donne aussi des atouts, je dirais, de réflexivité pour penser ce qui se joue dans un certain clergé d'avant-garde. Bien. Donc, ceci, ce sont quelques éléments succincts pour vous présenter le personnage, mais pour entrer plus directement dans la problématique du livre, je voudrais vous lire un extrait d'un livre publié par Serge Bonnet en 1973. Un livre qui s'intitule AU et Adia, les avatars du cléricalisme sous la Ve République, ouvrage paru aux éditions du Cerf et qui a eu un très fort retentissement. Voici ce que Serge Bonnet écrit dans ce livre. Si je me suis résigné à abandonner pour un temps mes outils de sociologue pour écrire un livre de prêtre catholique destiné à d'autres catholiques, c'est avant tout en pensant à ceux que l'on a baptisés conformistes saisonniers et que je préfère appeler catholiques festifs. J'ai un devoir de réparation à l'égard de ces hommes et de ces femmes qui ne se rendent à l'église que lorsque la cloche sonne pour eux ou pour leurs proches, c'est-à-dire lors des baptêmes, communion solennelle, mariage et sépulture. Comme tant de prêtres de ma génération, j'ai été dressé, durant mes années d'études ecclésiastiques, à mésestimer, voire à mépriser les conformistes saisonniers. Les thèmes favoris de la cléricature des années 50 se sont popularisés depuis. Quelques lignes suffisent à les évoquer. Les demandes religieuses des fidèles occasionnels sont du folklore. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire du culte. On ne se fait pas curer pour être un distributeur de sacrements. L'évangélisation a pour préalable la mise à l'écart des catholiques sociologiques. Sans colporter des slogans au signet, j'étais plein d'une certaine condescendance envers les hommes qui venaient me trouver pour sacraliser les moments de leur vie. Sans poursuivre ce texte liminaire, on voit bien qu'il est l'aveu, je dirais, d'un tournant dans la vie de Serge Bonnet. Serge Bonnet avoue qu'il a été formé à mépriser les demandes populaires de rite. Mais il avoue également, et c'est l'objet de ce livre, qu'il est sorti de ce mépris parce qu'il en a compris les enjeux et il souhaite dénoncer ce qu'il voit se constituer dans les années 60 et 70. C'est une nouvelle forme de cléricalisme. Une nouvelle forme de cléricalisme justifiée au nom de la modernisation du catholicisme. Un cléricalisme qui contribue à accélérer le détachement religieux parce qu'il disqualifie les demandes populaires de catholicisme comme étant illégitimes, comme n'étant pas authentiquement chrétiennes, mais relevant plutôt d'une forme de survivance païenne, avec un léger vernis chrétien. Alors, dans mon propos, je voudrais vous proposer un peu deux temps sur les engagements de Serge Bonnet. Tout d'abord, revenir sur le contexte de sa formation, le contexte des années 1950 et 60 qui favorise une disqualification de ce que l'on appelle la religion populaire au nom même d'un idéal missionnaire. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu le contexte de disqualification
de la religion populaire avant d'en venir, dans un deuxième temps, à la restauration ou la défense de la légitimité de la religion populaire à laquelle Serge Bonnet va être conduit en raison d'un certain nombre de ses expériences, que ce soit dans la France rurale ou dans la France ouvrière des années 60. Donc, premier moment, une disqualification de la religion populaire. Premier point, mission et soupçon. Si on s'intéresse au contexte de délégitimation de la religion populaire à partir des années 1940, il faut tout d'abord reconnaître que cette délégitimation est liée à la montée en puissance et au renouveau de l'idéal missionnaire. En 1943 paraît un ouvrage qui va avoir une grande influence dans le clergé français et d'ailleurs jusqu'au clergé québécois. Cet ouvrage, c'est France, pays de mission, point d'interrogation, ouvrage écrit par les abbés Gaudin et Daniel. France, pays de mission, point d'interrogation. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, ce titre est une provocation, parce que la France se pense comme un pays qui fournit des missionnaires pour les pays qui sont à christianiser. Et donc, rapatrier, je dirais, le terme de pays de mission pour parler de la France, c'est une provocation. Une provocation également parce que, en 1943, quand cet ouvrage est publié, eh bien, les rites catholiques font l'objet d'une quasi-unanimité sociale. Le baptême des jeunes enfants est pratiqué à quasiment 98% dans la population. Mais justement, c'est cette unanimité que Gaudin et Daniel souhaitent interroger. Eux, ce qu'ils regardent, c'est la classe ouvrière. Et ils voient que cette classe ouvrière, elle est en train de se détacher du catholicisme, ce qui est problématique à plusieurs titres. Tout d'abord, une classe ouvrière qui se détache du catholicisme, ou qui parachève son détachement du catholicisme, elle est plus sous influence communiste. Premier problème. Second problème, les ouvriers sont identifiés à la classe pauvre dans la société française. Que cette classe pauvre ne soit pas dans l'Église, cela porte un contre-témoignage sur ce que l'Église a fait de sa mission. Cela introduit l'idée que peut-être que l'Église a trahi sa mission et que si les ouvriers ne s'y retrouvent pas, c'est peut-être parce que l'Église est trop bourgeoise. Donc, seconde interrogation, les ouvriers sont un indicateur d'une certaine compromission de l'Église avec l'ordre établi qui nuit à la clarté de son message et de son ministère. Et troisième idée, il y a peut-être dans cette unanimité des Français à l'égard de la ritualité catholique un problème qui contribue à justifier le détachement des ouvriers. C'est que cette ritualité tend à faire du catholicisme une ressource de célébration, de sacralisation de certains moments de la vie, mais cela contribue à faire du catholicisme finalement un élément de décor de la vie, et non pas une proposition forte pour un ordre social plus juste. Finalement, cette pratique populaire du catholicisme, elle accrédite le regard marxiste sur le catholicisme comme opium du peuple. Voilà aussi ce que suggèrent les abbés Gaudin et Daniel. Donc, l'unanimité populaire porte peut-être un contre-témoignage aux évangiles.
Cette idée, elle va s'immiscer progressivement dans l'avant-garde du clergé, tout particulièrement parmi les prêtres ouvriers. Je vous donne un exemple euh, tiré du journal d'une mission ouvrière du père Jacques Leuve. Le père Jacques Leuve, c'est un dominicain assez connu, figure d'avant-garde de l'évangélisation de pointe dans les années 40-50, parce qu'il devient docker sur le port de Marseille pour évangéliser les dockers. Et voilà ce qu'il écrit. Voilà ce qu'il tire de son expérience parmi les dockers. Je le cite. Dans ce milieu païen qui se paganise de plus en plus rapidement, ces rites et ces pratiques auxquels on tient n'ont aucune valeur religieuse, aucun rattachement aux croyances, mais sont du folklore. Ce mot fera peut-être bondir. Il exprime adéquatement la réalité. Baptême, communion, mariage, enterrement sont devenus des rites de passage qui rattachent aux ancêtres, mais ni au Christ, ni à son Église. Fin de citation. Il y a dans cette description un terme qui doit attirer l'attention, c'est le terme de rite de passage, terme conceptuel forgé par le folkloriste Arnold von Gennep dans un ouvrage célèbre de 1909. Les folkloristes, en étudiant la culture populaire, ils ont aussi contribué à faire apparaître toute l'ambiguïté religieuse de la culture populaire. Et si le clergé désormais pense à travers les catégories et les concepts des folkloristes, c'est pour mieux marquer que sous une apparence chrétienne, il y a autre chose qui se perpétue. Dans les années 50, on trouve une analyse euh, très claire de cette autre chose qui se perpétue chez la sociologue Marie Delcourt, qui fait une analyse de la communion solennelle. Je la cite. Le héros de la fête, à la fin du banquet, était invité à fumer son premier cigare. Il prenait, certes, moins de plaisir que d'orgueil à une expérience qui se terminait souvent fort mal, mais avec son chapeau melon, son premier pantalon d'homme, fier d'un costume qu'il ne porterait qu'une seule fois, il se sentait agrégé à la société des adultes comme le jeune Romain, qui avait déposé sa toge prétexte devant l'autel des Lards et revêtu la toge virile sur la tunica recta, vêtement d'initiation que portaient aussi les nouvelles recrues et les jeunes mariés. Donc, vous voyez là l'analyse, cette idée que finalement, toute la ritualité de la communion solennelle, qui, je dirais, est à la rituel qui est à la charnière entre l'enfance et l'adolescence, ou qui ferme l'enfance et qui ouvre à la vie d'adulte, ça ne serait finalement sous un vernis chrétien qu'une forme de perpétuation d'une ritualité païenne d'origine romaine. Cette idée, elle se diffuse, elle a du succès dans le clergé et elle va avoir également un certain succès au sein des sciences sociales du catholicisme. En 1964, à l'occasion d'un colloque de la Société d'histoire ecclésiastique, Gabriel Lebras, le doyen Lebras, qui est une figure majeure de l'institution de la sociologie du catholicisme en France, fait une conférence qui va avoir un grand retentissement. Cette conférence s'intitule Déchristianisation, mot fallacieux. Quelle est sa thèse? Sa thèse, c'est que quand on regarde la déchristianisation de la population française, il y a sans doute une erreur de perspective. Laquelle? C'est qu'on se trompe sur l'authenticité de cette christianisation. Je le cite. Insistons sur cette vérité méconnue
l'accomplissement des devoirs périodiques ne suffit point à attester un christianisme véritable. Celui qui croit à la divinité du Christ et à la vie éternelle, celui qui observe les commandements, même par habitude, est mieux christianisé que le fidèle missalisant qui pratique par habitude la loi et ne pratique pas les vertus. Des dispositions de cette sorte peuvent caractériser des populations entières. Pour être déchristianisées, il faut bien qu'elles aient été un jour christianisées. Mais est-ce le cas? Il ajoute plus loin, s'il est vrai que le taux de la pratique a baissé depuis 1789, continuellement ou par étapes, nous refusons d'y voir une preuve de la déchristianisation d'un pays qui n'a jamais été profondément chrétien. En somme, le christianisme a moins de fidèles en 1963 qu'en 1763. Mais ils sont plus volontaires, plus pratiquants et mieux instruits. Rien ne prouve que la foi et la moralité aient perdu le moindre terrain. Beaucoup d'indices nous conduiraient à l'opinion contraire. La courbe de la pratique est descendante. La courbe imaginaire des croyances et des vertus a pu monter. Toujours, les chrétiens véritables font une minorité, une faible minorité. Donc, fin de citation. Donc, vous comprenez l'idée. L'idée, c'est que la déchristianisation, pour Gabriel Lebras, est probablement un faux problème, parce qu'elle repose sur l'idée que d'une France chrétienne passée qui, selon lui, est fortement idéalisée. Idéalisée pourquoi? Parce que le christianisme de la population reposait sur une forme de conformisme. Un conformisme qui était la conséquence d'une église ou d'une autorité spirituelle très largement appuyée sur le pouvoir temporel. Par conséquent, la loi structure les mœurs et les mentalités. Les Français vivent en chrétiens, mais sont-ils des croyants véritables? Pas vraiment. Leur christianisme dépend de la participation à une culture collective fortement appuyée par l'État et par l'Église, qui est alors une institution surplombante. Donc, pour Gabriel Lebras, il ne faut pas s'effrayer du détachement de la pratique. Celui-ci peut même favoriser l'avènement d'un christianisme plus authentique. Donc, on a là, voilà, une thèse dans les sciences sociales du catholicisme qui montre comment ces sciences sociales du catholicisme sont prises elles-mêmes dans un certain nombre de conceptions qui sont liées à l'évolution du champ religieux, puisque les propos de Lebras convergent avec les propos de Leuve que je vous ai déjà cités dans ce mépris pour la pratique populaire jugée insincère. Ce qui favorise ces ajustements, c'est la promotion d'une nouvelle forme de canon de la pratique religieuse. Dans les années 50-60, il y a une promotion d'une nouvelle figure de référence, le militant. Le militant, ça n'est pas seulement un pratiquant. Et d'ailleurs, c'est Emmanuel Mounier qui a tendance à opposer le pratiquant au militant. Le pratiquant, écrit Mounier, c'est celui qui vit sa foi dans les interstices de sa vie ordinaire. Il vit sa foi le dimanche à la messe, éventuellement le soir avant de se coucher par une prière. Mais son christianisme, fixé sur des rituels et sur des temporalités rituelles, est un christianisme intermittent, comme ce temps rituel, écrit Mounier. Au contraire, le militant est quelqu'un qui place sa foi au cœur de l'intégralité des dimensions de sa vie ordinaire. Sa foi devient structurante de l'intégralité, de la temporalité de sa vie. Ce modèle militant, il vient des mouvements d'action catholique qui prennent leur essor dans les années 1920 et deviennent véritablement influents parce qu'ils ont formé une élite
de jeunes et une élite de prêtres qui arrivent en responsabilité dans les années 1940 et dans les années 1950. Et ces militants d'Action catholique, eh bien, ils promeuvent le militantisme comme devant être la nouvelle forme légitime du catholicisme sincère. Et ce militantisme, ils ont tendance à l'opposer aux pratiquants qui, selon eux, ne vivent qu'un catholicisme superficiel. Cette opposition, on la trouve par exemple très bien chez René Rémond, qui est connu comme historien, mais qui est un historien formé dans la matrice de l'Action catholique. Et là encore, on voit comment l'histoire des sciences sociales dépend en fait de l'histoire religieuse. René Rémond écrit ainsi un portrait du pratiquant, il écrit en 1958 un portrait du pratiquant extrêmement défavorable, je vous le cite. Ce fidèle se confesse et communie une fois l'an, entend la messe chaque dimanche, mais sans plus. Vous voyez quand même le niveau de zèle, hein, parce que dans le contexte où nous en sommes aujourd'hui, de dire il va à la messe chaque dimanche sans plus, enfin, on voit bien à quel point on a quand même changé complètement de référentiel. Donc, je reprends. Entend la messe chaque dimanche, mais sans plus. Sa participation à la vie du catholicisme se borne à cette observance. L'assistance régulière à la messe dominicale lui ménage un contact relativement intime avec la vie sacramentelle de l'Église. Mais est-ce suffisant pour le mettre en communication avec sa pensée? Ordinairement, non. Le bilan intellectuel et idéologique est maigre. Dans une société qui reste dominée par une inspiration chrétienne, cette ration d'entretien peut sans doute suffire pour maintenir une imprégnation constante. Mais dans une société intellectuellement et spirituellement laïcisée comme la nôtre, elle est manifestement insuffisante. Fin de citation. Donc vous voyez ici cette très forte délégitimation du pratiquant, mais qu'il faut mettre en balance avec la valorisation du militant. Et c'est une page plus loin que René Rémond en fait l'apologie. Désormais, on tiendra compte des données concrètes, écrit-il. L'action ne s'inspirera plus seulement des principes, des impératifs de la morale, elle se réglera aussi sur les besoins actuels, les aspirations, voire juger, agir. Au lieu de censurer sans discernement les mœurs et de déplorer le malheur des temps, on cherchera plutôt à tirer parti de tout ce qui n'est pas intrinsèquement mauvais. Du coup, les forteresses édifiées au prix de tant d'efforts par les générations antérieures semblent inutiles, plus de ghettos ni de places de sûreté, mais l'engagement dans les institutions communes. Donc, bon, c'est des phrases qui ont beaucoup de résonance dans les années 60 et qui viennent de cette idée que désormais, ces militants vont vivre l'Évangile, non plus dans des institutions chrétiennes, mais en participant à la construction de la société, d'une société qui n'a plus besoin de se dire chrétienne pour vivre un christianisme intérieur. Il y a cette idée de chrétienté profane qui a été portée par Jacques Maritain, qui est aussi dans ses représentations. Bref, on a là un discours qui précède le Concile Vatican II, mais qui va être accéléré, qui va bénéficier d'une ressource de légitimation dans le cadre du Concile, qui met à l'ordre du jour l'idée que l'héritage reçu du passé n'est plus suffisant pour garantir l'avenir de l'Évangile. Il ne suffit plus d'être fidèle à ce qui a été reçu. Il faut développer un christianisme nouveau pour la société nouvelle, la société technicienne qui est en train d'advenir. Hein, c'est une des dimensions du message d'ouverture de Jean XXIII au Concile Vatican II en 1962. Autre, écrit-il, est le dépôt lui-même de la foi, et autre est la forme sous laquelle ces réalités sont énoncées. Et par conséquent, il est nécessaire de trouver des nouvelles formes pour dire la foi, afin que son contenu soit préservé dans le contexte nouveau qui advient. La figure du militant, c'est typiquement
je dirais, un ethos nouveau qui, avec la réforme liturgique, euh, est considéré comme une garantie de l'avenir du christianisme, au contraire de la pratique religieuse ordinaire qui apparaît comme une forme ancienne, sans avenir. Cette opposition entre militants et pratiquants, elle va se traduire par une résistance de plus en plus forte au sein du clergé d'avant-garde aux demandes de rituels de la part des pratiquants, euh, des messalisants hebdomadaires ou des messalisants beaucoup plus occasionnels. Mais cet ostracisme à l'égard des demandes populaires, je vous propose maintenant d'en voir la montée en puissance à travers les yeux de Serge Bonnet, qui traverse la période et qui est un observateur en fait de cette montée en puissance d'une forme d'ostracisme de classe justifiée par la modernisation du catholicisme. Deuxième moment, la défense de la religion populaire et la dénonciation du cléricalisme modernisateur. J'en reviens à Serge Bonnet. Serge Bonnet, quand il entre dans l'ordre dominicain, il prend avec, je dirais, l'identité de cet ordre, les idéaux modernisateurs qui y sont associés, et dans sa jeunesse, il est aussi un partisan d'une pastorale de choc qui doit bousculer les pratiques populaires afin que les pratiquants se ressaisissent de leur foi d'une manière plus authentique. Et une des premières controverses dans laquelle il va s'illustrer, c'est une controverse qui a lieu dans les années 50, où il contribue à faire reconstruire une chapelle qui est un petit sanctuaire dans la forêt des Ardennes, de l'Argonne, pardon, qui est une petite chapelle objet de beaucoup de dévotion et qui est tombée en ruine. Et il va faire reconstruire une chapelle en béton décoffré sur pilotis de style brutaliste, de forme trapézoïdale, donc un peu inspiré de Le Corbusier, qui prend complètement à rebours la sensibilité populaire. Mais justement, pour Serge Bonnet, c'est en prenant à rebours la sensibilité populaire que l'on permet une évangélisation authentique. Parce que tant que les catholiques croient qu'ils sont de bons catholiques, et qu'ils perpétuent leur catholicisme coutumier, on les laisse en fait s'enfoncer dans un paganisme réel. Vous comprenez, c'est le point de vue au sein du clergé. Donc il faut mettre des obstacles à la pratique, venir bousculer les coutumes religieuses pour permettre que celles-ci deviennent plus réfléchies et permettre une conversion plus authentique. Donc il partage tout de cet avant-gardisme. Et puis, à partir de 1957, il est envoyé dans la Lorraine sidérurgique en milieu ouvrier. Il voulait devenir prêtre ouvrier. Et là encore, il observe un certain mépris du clergé pour les pratiques populaires, mépris qu'il partage lui-même. Je vous lis un petit extrait d'un rapport qu'il publie au début des années 50 sur l'état de christianisation des ouvriers lorrains. Peut-on même encore parler d'un sentiment religieux pour la quasi-totalité des habitants de Conbonne? Certainement pas. L'Église pour tous, c'est le parti catholique. Pour eux, Jésus, c'est une sorte de Gandhi. Ils considèrent qu'un croyant est un anormal. Cela n'empêche pas les mêmes de se dire catholiques, ce qui veut dire on n'est pas des Algériens. Cela sous-entend 9 fois sur 10, les Algériens et les non-européens seront toujours en dessous de nous. Donc, ce qu'il observe chez ces ouvriers, c'est que la revendication de catholicisme est là aussi très superficielle et que quand elle est franche, c'est moins en raison d'un ancrage de la foi qu'en raison finalement d'une finalité xénophobe. Mais Serge Bonnet
va progressivement évoluer dans les années 60 parce que, au contact des ouvriers d'origine immigrée, lorrains et polonais, il observe que ceux-ci, dans leur dévotion populaire, euh, ont quelque chose de relativement authentique. Ils ont quelque chose de relativement authentique, c'est-à-dire que à travers leur dévotion, c'est un certain sens des solidarités qu'ils entretiennent. Et puis surtout, ce qui va contribuer à faire bousculer Serge Bonnet, à le faire changer de position, c'est une enquête qu'il entreprend à partir de 1967 avec l'abbé Augustin Cotin, qui est un abbé lyonnais. Il fait une grande enquête sur la communion solennelle. Alors la communion solennelle, hein, c'est ce rituel qui clôt les années de catéchisme, qui ne correspond plus hein, à la première communion depuis que Pie X en a abaissé l'âge, mais c'est un reste de l'ancienne cérémonie de première communion. Cette communion solennelle, c'est une grande fête populaire. Il y a des processions, des enfants qui traversent tous les villages. Les jeunes filles sont habillées comme de jeunes mariés. Les jeunes hommes ont leur premier costume. Mais pour le clergé, cette communion solennelle, elle est problématique. Elle est problématique parce qu'elle est folklorique et parce que, surtout, à peu près 75% des enfants cessent toute pratique après cette communion solennelle. François Mauriac aimait dire que c'était pour beaucoup le plus beau jour de leur vie chrétienne et sans doute le dernier. Ce rituel faisant office de quitus, en quelque sorte. Les années de catéchèse sont faites, le rituel est fait, maintenant on reviendra plus tard pour les funérailles, pour le mariage et pour les funérailles. Bye bye. Et le clergé considère que parce que ce rituel entretient un rapport superficiel au catholicisme, il faut le supprimer. Et ce désir de suppression, il est encore plus important au sein du clergé lorrain, parce que ce clergé lorrain, il fait face au Parti communiste. L'Église et le Parti communiste sont rivaux pour influencer et encadrer la population ouvrière. Or, cette cérémonie, elle accrédite totalement l'idée d'un catholicisme opium du peuple. Et donc, le clergé, pour contrer le Parti communiste, il encourage au militantisme d'action, voilà, à l'action catholique ouvrière, etc. Et pour encourager le militantisme, il décourage en fait la consommation de rites. Mais cette manière de décourager, Bonnet observe qu'elle exerce une forme de violence sociale, d'autant plus qu'elle s'exerce sur les enfants. Et il observe que les enfants de la bourgeoisie trouveront toujours d'autres paroisses pour faire leur communion solennelle, là où les enfants des catégories les plus pauvres, et tout particulièrement des immigrés, eh bien, eux, ils ne trouveront pas d'autres paroisses. Donc, cet ostracisme, il pèse encore plus sur les catégories les plus populaires. Ce raisonnement va conduire Bonnet à observer que dans un certain nombre de paroisses, la modernisation, entreprise au nom du Concile Vatican II, elle multiplie en fait les occasions d'ostracisme social. Le clergé modernisateur prend toutes les occasions possibles pour délégitimer en fait la plupart des demandes de rites de passage. Il n'y a pas que la communion solennelle, il y a aussi le baptême des jeunes enfants. Et Bonnet voit que il y a là un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir qu'il entreprend donc de dénoncer dans son pamphlet « À Hu et à Dia, les avatars du cléricalisme sous la Troisième République ». Alors, cet ouvrage, et j'en finis un peu par là, parce que je vois que le temps est déjà pas mal avancé, cet ouvrage, c'est un ouvrage extrêmement audacieux, parce que jusqu'à présent, en France,
le cléricalisme, l'adjectif clérical servait plutôt à dénoncer, on va dire, une posture extrêmement intransigeante, extrêmement conservatrice d'un clergé qui refuse l'autonomie, des laïcs qui refusent l'autonomie aussi de la République par rapport à l'Église. Et Bonnet montre que dans les années 60-70, il y a un nouveau cléricalisme qui s'instaure au nom de la modernisation du catholicisme, et que celui-ci n'est pas moins violent et n'est pas moins écrasant pour les laïcs. Il montre aussi, il explique que cette nouvelle forme de cléricalisme euh, a des ressorts théologiques, hein, toute la rhétorique de la foi adulte, l'opposition entre foi et religion, que ces mantras théologiques, en quelque sorte, renvoient aussi à l'évolution du clergé qui a besoin de se légitimer dans les nouvelles élites sociales et qui importe de plus en plus de catégories venues des sciences humaines et sociales pour perpétuer son autorité. Bref, il y a là un moment clérical et cet ouvrage à U et à Dia va lancer une controverse autour de la religion populaire, qui va devenir une controverse à la fois ecclésiale et une controverse de sciences sociales, qui va aboutir à ce que les sciences sociales s'autonomisent de la logique pastorale en critiquant justement les préjugés pastoraux qui pouvaient dominer une certaine sociologie des années 60. François-André Isambert et Émile Poulain défendent l'idée que finalement, cette controverse pour la religion populaire, elle permet de repenser d'une manière nouvelle ce qui se joue dans les années 60-70. François-André Isambert a une formule. Il dit « La querelle sur la religion populaire a permis de montrer que, parallèlement à la déchristianisation, il y avait eu une ex-christianisation. La déchristianisation, selon lui, c'est le détachement de la population à l'égard de l'Église. Détachement qui s'explique par l'évolution des structures sociales. Mais parallèlement à la déchristianisation, il y a eu une ex-christianisation, c'est-à-dire qu'il y a eu un détachement de l'Église à l'égard de la population. Un détachement justifié par la modernisation, par l'actualisation de l'Évangile, qui a contribué à déplacer le socle même de la pratique sur des canons culturels plus élitistes, mettant à distance le geste pour valoriser la parole, mettant à distance le rite pour valoriser l'engagement militant, mettant à distance la valeur de l'héritage pour valoriser un christianisme d'avenir à conquérir. En fait, et pour conclure, je dirais que ce que permet de ressaisir la trajectoire de Serge Bonnet, c'est que la sécularisation de la société française n'est pas qu'un effet mécanique des évolutions de la société française. Elle l'est aussi, bien sûr. Cette sécularisation, elle a été en partie accélérée par l'évolution même de l'Église, par un certain exercice du pouvoir clérical, au nom même d'un christianisme modernisé. Cet envers de la modernisation est trop souvent resté un impensé. Pourtant, l'évolution de la culture populaire en a dépendu. Et beaucoup de conflits entre les familles et les paroisses emportent la mémoire. Voilà, il me semble que j'ai déjà suffisamment parlé. Cela pose quelques bases pour engager la discussion avec vous. Merci de votre attention. Merci bien. Merci pour cette présentation succincte de ce gros livre qui, je le répète, moi je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a plusieurs livres, je dirais trois en un, d'une certaine façon. Le premier, c'est bien sûr la biographie intellectuelle et religieuse de Serge Bonnet. Cependant, ça c'est une chose qui est intéressante de savoir pourquoi avez-vous choisi Serge Bonnet parmi
plein de personnages chez les Dominicains qui sont très intéressants. Le choix de Bonnet, qui est à la fois un personnage hors norme, à la fois prophète, troubillon, exerçant même jusqu'à un certain, on va dire, anticléricalisme, croyant à la Blois ou encore à Bernanos. Je lis à la page 400, à la page 407, cette phrase, juste pour montrer un peu jusqu'où il peut aller. Il dit, Bonnet dit, personne ne pense à dire ou n'ose dire que le recul quantitatif du recrutement sacerdotal s'accompagne d'une baisse quantitative plus prononcée. Jadis, il n'était pas nécessaire d'être un aigle pour devenir évêque. Aujourd'hui, la pénurie accule à sacrer des gens qui n'auraient pas dû être acceptés à l'entrée du séminaire, rien de moins. Fin de la citation, ça montre bien le personnage. Donc, le choix de ce personnage-là, c'est un personnage acidulé et qui, justement, propose une thèse, comme vous l'aviez dit, très troublante d'une certaine façon, dans une sorte d'hégémonie, de moment hégémonique moderniste au sein de l'Église. Deuxième livre que l'on voit, ben, ça, on en a moins parlé, mais on pourra en parler davantage. C'est aussi une histoire, pour ceux à qui ça intéresse. Yann avait déjà, s'était déjà commis dans une histoire des Dominicains, mais on voit bien la trame, les débats ayant traversé le monde dominicain français des années 50 à 80, très intéressant. Une sociologie aussi historique, je dirais, du catholicisme tout entière, traversée par la question, on l'a vu aujourd'hui, de la religion populaire. Sachez que cette question-là, comme l'a dit Catherine en début, a résonné beaucoup chez nous, à peu près, je dirais, à 5 à 10 ans de différence, à peu près, dans la fin des années 70, comme un backlash qui s'est fait autour des travaux de Pierre Boglioni, du père Benoît Lacroix, de Fernand Dumont à l'époque également, s'est intéressé à ça, à Jean-Paul Montminy, à Guy Laperrière. En fait, c'est des gens qui ont repris, et j'imagine, et ça, il faudra faire des recherches ultérieures là-dessus, et peut-être que des gens ici dans l'aréopage réunis présentement pourront nous parler de ça, mais peut-être que ces gens-là étaient en contact, c'est fort possible, avec Serge Bonnet comme tel. J'arrive à deux questions, et je fais deux questions pour lancer le débat. Et là, tout au fur et à mesure que tu parlais, Yann, bon, j'ai changé mes questions en fois, plutôt qu'une, mais bon, je vais rester sur celle que j'ai préparée et en même temps, je vais déborder un peu. Euh, Ce qui est intéressant dans cette histoire de Bonnet-là, c'est que tu travailles sur une chose qui est rarement racontée, c'est celle du statut du croyant. Qu'est-ce qu'au fond un croyant? Parce que c'est la question de base. À qu'est-ce qu'on sert? Qu'est-ce que le prêtre, l'Église, le catholicisme, qu'est-ce qu'on sert? Quelle est l'image qu'on se fait du croyant? Et là, bon, tu en as parlé longuement, de la question du militant. Moi, j'aimerais revenir sur ça. Est-ce qu'au fond, et c'est ma question que je pose, première question, et je vais poser l'autre et ensuite tu pourras prendre tout le temps pour répondre et on ouvrira à l'Assemblée réunie. Est-ce que le militant n'était pas une volonté de massifier une posture que Max Weber appelle de virtuosité religieuse pour l'ensemble de la population? Est-ce qu'au fond, c'est un pari perdu d'avance à vouloir faire de tous des virtuoses? Eh bien, c'est beau la sainteté ou c'est beau la militance, mais est-ce que quelque part, il n'y avait pas quelque chose là de particulier? Et là, ben, j'aurais aimé, et dans le livre, c'est très peu présent, et donc c'est pour ça que je pose la question, quel est le rapport avec la gauche, avec les communismes, notamment avec les socialismes, avec l'engagement politique qui était excessivement important dans les années 50-60, qui a structuré, je pense, profondément le rapport du croyant dans l'Église. Ça, j'aimerais que tu en parles davantage, car c'est peu là dans le livre. Deuxième question, dans le chapitre 6 de son livre Les origines catholiques de la Révolution tranquille, Michael Gauvreau, l'historien, va jusqu'à dépeindre les commissaires de la commission Dumont sur les laïcs dans l'Église dans les années 70, notamment Fernand Dumont et Jacques Grandmaison. Il met de côté Claude Ryan, qui l'apprécie personnellement, je pense, comme des véritables fossoyeurs de la religion populaire. C'est comme ça qu'il va dire ça. Ces réformistes tranquilles ont voulu mettre à jour l'Église avec l'ère moderne en remettant en question, évidemment, les usages traditionnels de la religion
mais ils vont pointer aussi certains aspects de la foi des Canadiens français. Et là, c'est les mêmes thématiques qu'ils ont, qui étaient présentes en France, c'est-à-dire la foi non adulte, la question de l'aliénation, une foi plus réflexive, une foi sans prise sur le social et sur le politique. Je ne peux résister ici qu'à vous lire une phrase de Fernand Dumont en 1950 qui disait chrétien frileux, chrétien bavard, chrétien peureux, chrétien vantard, chrétien anti-tout, qui se nourrissent de vent et d'apologétique, incapables de regarder en face ce monde que le Christ leur a donné comme tâche et comme inquiétude. Fin de la citation. On voit que c'est vraiment coup de poing et il partage beaucoup les dires de ce que tu as déjà cité. Question donc, je vais avec ça. Est-ce qu'au fond, l'aggiornamento de l'Église catholique axé sur une foi plus réflexive, politique et engagée explique une partie de la sécularisation rapide qu'a connue le Concile, l'Église au sortir du Concile? Tu as déjà répondu à cette question-là, mais allons un peu plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas une thèse audacieuse dans ce qui est proposé en filigrane de Serge Bonnet qui sert un peu ici, et on se demande parfois, et ça, je suis sûr que plusieurs se sont demandé, qui parle? Est-ce Serge Bonnet ou est-ce Yann Raison du Clusio à travers Serge Bonnet? Alors, on pourra en discuter, mais à trop vouloir faire du catholicisme une religion compatible donc avec la modernité, est-ce qu'on n'aurait pas coupé la branche sur laquelle on était assis? Est-ce qu'on n'a pas accéléré la sécularisation? Sommes-nous donc placés devant une sorte d'obligation du traditionnalisme? Est-ce que c'est à ça qu'aboutit Serge Bonnet? Ou est-ce qu'il n'y a pas là un autre axe qui est très intéressant, à mon avis, entre la question du... On a beaucoup opposé au Québec le cléricalisme au laïc, mais on n'a pas regardé la question de l'élite et du peuple. Et là, c'est un autre axe très intéressant. Donc, sur ces questions, je te lance ces deux premières questions et ensuite, ben, nous prendrons les questions des gens ici réunis. Merci beaucoup pour cette conférence et merci pour ce livre qui ouvre des perspectives nouvelles, à la fois très critiques d'une historiographie dominante et en même temps très intéressante pour repenser aussi le catholicisme social à nouveau frais. Bien, merci beaucoup, Martin Meunier. Ce sont des grandes questions. Alors bon, pourquoi Serge Bonnet? Tout d'abord, j'ai découvert le bonhomme en faisant mes recherches sur l'ordre dominicain et c'est quelqu'un qui a des qualités relativement rares et exceptionnelles. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui a des archives, plusieurs centaines de mètres linéaires, aux archives de Meurthe-et-Moselle, et c'est bien sûr une opportunité tout à fait considérable pour l'historien d'avoir des archives de qualité. Et c'est quelqu'un qui a cette position de venir de l'avant-garde et de dénoncer, on va dire, la corruption élitiste de l'avant-garde. Et il n'est pas le seul, mais il est celui qui porte cette position à la fois par des enquêtes, par des pamphlets, par des interventions extrêmement importantes dans la presse. Donc c'est vraiment une figure. C'est vraiment une figure unique. Et donc, ce qui le rend précieux aux yeux de l'historien, c'est que en suivant ses engagements, eh bien, on a un observatoire sur la période qui est tout à fait singulier. Et pour moi, un des enjeux de ce livre, c'est pas, on va dire, c'est pas d'écrire une biographie en soi qui m'a le plus mobilisé, c'est de revisiter l'histoire d'une période à travers le regard et l'intelligibilité propre à un acteur qui est un témoin privilégié par ses engagements, par ses compétences. Donc voilà, c'est le bon témoin, c'est un témoin rare. Alors, pour revenir à tes questions, tout d'abord sur, première question, le statut du croyant. Eh bien, oui, pour moi, c'est très intéressant c'est une des trames du livre, c'est de travailler sur l'univers mental du clergé, dont Bonnet fait partie, mais en même temps avec une certaine distance qui lui permet de décrire ce qui se trame dans cet univers mental et ce qui évolue. Et il pose les bases de toute une sociologie des évolutions du clergé dans les années 60-70 qui sont extrêmement intéressantes pour penser la modernisation. Il montre bien à quel point
Le clergé, tendanciellement, provient de moins en moins des classes populaires, de plus en plus de la petite bourgeoisie, etc. etc. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là parce que ça me prendrait trop de temps, mais il montre, il fait donc toute une sociologie fine, hein, du clergé et pense la pastorale comme un élément d'une distinction de classe mise en œuvre par le clergé. Et d'ailleurs, Pierre Bourdieu appréciera tout à fait les analyses de Serge Bonnet sur ce point. Pour dire que c'est quelqu'un qui fait autorité, qui est costaud dans sa manière de travailler. Alors, la figure du militant, donc pour moi, c'est une trame majeure pour penser les années 50, 60, 70. J'envisage une enquête historique pour penser l'émergence de cette catégorie, hein, qui est antérieure à la période. Et bien sûr que cette figure du militant, c'est une figure du zélé, c'est une figure du virtuose, pour le dire en des termes weberiens comme toi, et c'est un modèle relativement élitiste. Donc la promotion du militantisme, c'est un moyen d'ascension sociale, et c'est un moyen qui permet à l'Église de former une élite dans des classes populaires, entre autres ouvrières ou agricoles, ce que fait la JOC ou la JAC, mais en même temps, ce modèle d'ascension sociale, de relégitimation de ce que le christianisme apporte à la société, je veux dire comme ethos d'engagement et de transformation, ce modèle, c'est un modèle qui ne pouvait être qu'élitiste. Qui ne pouvait être qu'élitiste parce que ce qu'il exige comme niveau d'engagement ne correspond pas, en fait, correspond au sens sociologique à ce qu'est la secte, mais non à ce qu'est une église multitudiniste, hein, qui repose plutôt sur une faible intensité convictionnelle et sur un encadrement social. Le militant, c'est la sortie d'un encadrement religieux par une structuration du social, puisque désormais, c'est l'individu qui, à travers sa virtuosité propre, structure, je dirais, son rapport à la foi. C'est un modèle d'individuation aussi, qui est relativement élitiste. Donc oui, c'était perdu d'avance, et d'ailleurs, il y a une étude de Michel Brion, au début des années 70, qui montre que les militants dans le catholicisme, c'est 0,8% de l'ensemble. Et donc, vouloir faire entrer tous les pratiquants dans ce modèle, c'est perdu d'avance. Alors, le rapport avec la gauche, bien sûr que la promotion de cette figure du militantisme s'accompagne aussi souvent d'une politisation vers la gauche. Et les deux souvent sont liés. Et donc, cette figure du militant, elle est aussi liée à la légitimation de l'engagement à gauche, et c'est un moyen pour fonder, en fait, aussi une église, une légitimité chrétienne au sein des gauches. Donc, il y a tout à fait un lien entre ces deux formes d'engagement, dans cet ethos religieux, mais ce lien, c'est ce qui était au cœur de ma thèse, de la contemplation à la contestation sur l'histoire de la province dominicaine de France. Donc, je ne reviens pas dessus. Alors, la troisième question, cet aggiornamento explique-t-il le détachement? Alors ça, c'est une question difficile et délicate. Ce que je tiens à dire tout d'abord, c'est que Bonnet n'est absolument pas un traditionnaliste. C'est quelqu'un qui voulait devenir prêtre ouvrier, qui partage les idéaux de modernisation et qui n'a aucune nostalgie de la période antéconciliaire. Il accompagne tout à fait le mouvement et il est totalement anticlérical. Ce qu'il reproche en fait à l'aggiornamento, c'est d'avoir trahi ses objectifs premiers, qui étaient un objectif, entre autres, d'une église d'une église un peu déhiérarchisée, où le prêtre serait un compagnon du laïc et non son supérieur. Or, il observe que les avant-gardes ont pris le pouvoir et que le pouvoir a pris les avant-gardes.
C'est-à-dire que ce clergé progressiste dont il faisait partie, eh bien, une fois arrivé au pouvoir, il exerce le pouvoir comme les élites conservatrices avant lui. Et c'est cela qu'il n'accepte pas et qu'il dénonce euh, en attaquant ce cléricalisme modernisateur d'une manière qui n'a rien à voir avec les critiques de la modernisation qui sont issues des courants traditionnalistes. Puisque Bonnet, pour abolir le cléricalisme, il propose en 73 de systématiser l'ordination des hommes mariés, les viri probati, et il se prononce même en faveur de l'ordination des femmes, ce qui, en 1973, reste une position rare et démarque nettement sa position du camp traditionnaliste. Donc, c'est vraiment, quelque part, c'est en restant fidèle, on va dire, à un certain catholicisme social qu'il estime trahi par l'arrivée au pouvoir du progressisme. Ça, c'est autour de ce catholicisme social qu'il structure son combat contre toute forme d'élitisme religieux. Contre toute forme d'élitisme religieux, et ça, c'est vraiment ce qui fait de son point de vue un point de vue relativement unique. Et dans le livre, je raconte aussi à quel point il ne s'agit pas que d'un point de vue intellectuel, il s'agit d'un combat véritablement dans lequel il va s'engager dans l'ordre dominicain en entraînant le couvent de Nancy dans une grève de l'impôt à l'égard de la province, en attaquant un certain nombre de théologiens dont il ne supporte pas qu'ils vivent de la dévotion populaire tout en puisque finalement ce qui leur permet de vivre, c'est la vente de cierges et le pèlerinage à Lourdes qui apporte énormément de fonds à l'ordre dominicain, mais qui permet à des théologiens, en fait, quand ils sont à Paris, de critiquer la religion populaire pour acquérir une légitimité dans l'élite, je dirais, d'une manière un peu tartuffe. Et donc, ça, Bonnet ne le supporte pas, et donc tous ces combats sont extrêmement intéressants. Alors, pour répondre à cette question toujours difficile, l'aggiornamento explique-t-il une partie du détachement? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas un phénomène historique nouveau. Ça, il y a l'historien Marc Vénard qui l'a très bien montré, c'est que tout effort de christianisation crée toujours une forme de déchristianisation paradoxale. Parce qu'à chaque fois que l'Église cherche à remobiliser ses fidèles à travers une forme plus actualisée de son offre rituelle ou doctrinale, elle contribue aussi à détacher ceux qui étaient, ou à marginaliser ceux qui étaient attachés à la forme qui se trouve déclassée. Ce décrochage d'un christianisme populaire, on l'observe déjà à l'issue du Concile de Trente, ça a été travaillé, et oui, une partie du détachement populaire est accélérée par l'avant-gardisme du clergé. Ensuite, ça n'en fait absolument pas la cause unique de la sécularisation, loin de moi cette idée, comme chez Serge Bonnet. Mais si on prend quand même quelques trajectoires de pays européens, si on compare la situation en Espagne et en Italie à la situation du catholicisme français, du catholicisme allemand, du catholicisme aux Pays-Bas, qu'est-ce que l'on voit? C'est que ce sont dans les pays où le clergé est le plus marqué par un certain avant-gardisme, un désir de modernisation, ce sont ces pays où il y a la plus forte disqualification de la religion populaire, où le décrochage suit quand même une courbe plus rapide que dans les pays où la religion populaire, entre autres l'Italie, est maintenue, comme légitime. Donc il y a bien là un élément qui entre en compte dans cette sécularisation, mais ensuite, loin de moi l'idée d'en faire un facteur majeur. Mais cela dit, c'est une variable qui doit faire partie du panorama et qui était jusqu'à présent un peu oubliée. Alors, on ouvrirait à l'Assemblée pour prendre les commentaires, les questions.
OK. Bon. Alors, je n'en vois pas. Euh, Martin? Je ne vois pas d'autres personnes, effectivement. Je veux bien poser une question, Olivier Dard. Bonjour, Olivier. Bonjour Olivier. Oui, je veux pas faire le mauvais français, pardon, tout en saluant les amis québécois. Euh, non, moi, la question que je me posais en t'écoutant, bon, j'ai lu, comme tu le sais, avec beaucoup d'intérêt ton livre. Tu étais venu en parler à la Sorbonne sur un mode différent d'ailleurs de ce soir. Mais finalement, la question qui se pose par rapport au problème du militant, et peut-être aussi de s'interroger, alors dans le cas français, mais pas seulement d'ailleurs dans le cas français, sur finalement la relation qui existe à l'époque tout de même entre cette Église catholique et la montée en puissance d'un certain nombre de partis démocrates chrétiens. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'action catholique, mais l'action catholique s'est développée dans la France des années 1930, 1920-1930, avec la montée du Parti démocrate populaire, le PDP, puis ensuite le mouvement républicain populaire, processus qui s'est déroulé de la même façon évidemment en Italie avec la question du fascisme, mais toute la démocratie italienne est née tout de même toute la démocratie chrétienne pardon, italienne est née de cette action catholique. Et justement, j'aimerais peut-être que tu dises un mot là-dessus, sur finalement cette question de l'investissement du domaine du militant dans cette sphère religieuse qui n'a pas l'air de concerner, enfin qui n'a pas l'air de s'articuler, j'allais dire, pour ces hommes avec un engagement militant politique qui émane justement d'un certain nombre de figures qui ont été des acteurs importants de l'action catholique. Je pense en particulier à Georges Bidault qui a fait tout le parcours, j'allais dire, de la CJF jusqu'au mouvement républicain populaire, et il y en a beaucoup d'autres comme lui. Et en Italie, c'est tout à fait frappant. Comment est-ce qu'on peut arriver à articuler ça? Parce que si on parle de militantisme, eh bien, on a quand même, ils avaient un débouché politique en 1945-1946. Merci Olivier pour cette question. Tu déplaces un peu le débat. Euh, Moi, ce que je vois dans la Lorraine, c'est que dans la Lorraine où est Serge Bonnet, c'est que le militantisme oriente surtout vers l'action syndicale. Vers l'action syndicale. Et je vois pas trop je vois pas trop d'appel à la démocratie chrétienne, même le MRP, parce que finalement, y compris dans l'avant-garde, en fait, dans l'avant-garde du clergé, dans laquelle émerge toute cette apologie du militantisme, le MRP est déjà un peu trop un parti installé, un peu trop un parti d'ordre établi. Moi, je vois bien que leur horizon politique les porte plus à gauche. Non, mais ça j'ai Plus à bien gauche. compris. Ça, j'ai bien compris. Ce que je veux simplement dire, c'est que dans le monde catholique, il y a d'autres façons de faire du militantisme politiquement que d'aller vers le Parti communiste. C'est tout simplement ce que je veux dire. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, d'ailleurs, Serge Bonnet commence, enfin, il a une, dans sa jeunesse, il est proche de l'Action française, mais ensuite, il a aussi un passage où il est proche proche du MRP à Châlons. Lui est assez proche de cette démocratie chrétienne, mais finalement, on va dire dans la longue durée, c'est plutôt dans le gaullisme qu'il va politiquement se situer. Oui, non, mais ce que je voulais dire, pour être, je sais pas, j'ai l'impression que je ne m'exprime pas clairement, mais que l'action catholique a fourni et a nourri, au moins dans l'histoire politique française, mais pas seulement, toute une série d'élus locaux à travers la Jacques, etc., etc. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle quand même d'une minorité, effectivement, et d'une élite, comme tu en as parlé. Alors toi, tu t'intéresses évidemment à la version du clergé, mais je pense qu'un homme comme Serge Bonnet, sociologue comme il est, voit très bien ce qui est quand même en train de se jouer, notamment en Lorraine. Où la Oui, Jacques oui, a tout à fait. Non, mais c'est certain qu'il y a toute une élite syndicale politique qui est directement liée, qui a des dispositions qui naissent en fait de cette figure du militantisme
qui émerge dans l'action catholique. Et cette action catholique, elle va donc pas seulement au sein du clergé, elle va former des acteurs de la modernisation de la société française dans tous les secteurs, secteur économique comme secteur politique. Ça, c'est évident que vraiment, mais ça a été travaillé. Martin cite, Sortir de la grande noirceur de Jean-Philippe Warren ou de Martin Meunier, excellent petit livre, et il y en a d'autres. L'action catholique a été une matrice extrêmement forte de la modernisation de la société, ce qui fait que ce qui apparemment est une sécularisation de la société, si on regarde la trajectoire de ces militants, en fait, c'est pas tant une sortie d'une dynamique religieuse qu'un déplacement de la logique religieuse qui permet de le comprendre. Donc ça, oui, je suis tout à fait d'accord, Olivier. Alors, écoutez, il y a Marie-André Roy qui a levé la main et on avait une question aussi dans le chat d'Alain Raté. Donc, je prendrai Marie-André. Et puis, si on veut terminer à 13h30, je pense qu'on va s'arrêter après la réponse de Yann. Ça convient? Merci. On peut déborder un peu, de Un quelques petit minutes. peu, quelques Ouais. minutes. Bon. Alors, merci beaucoup pour votre conférence qui est tout à fait passionnante. Pour moi, c'était une découverte que ce fameux bonnet. Euh, pour avoir fréquenté l'école des hautes études dans les années 70, et au cours de cette période où, effectivement, il y avait les Siggy, Hervieux-Léger, Jacques Maître et mon directeur François Isambert, j'ai pas entendu parler de Bonnet. Alors donc, pour moi, c'est une heureuse découverte, même si c'est tardif pour moi. Euh, il y a quelque chose qui m'a particulièrement alertée et surprise. Donc, Bonnet aurait, au début des années 70, manifesté une ouverture à l'ordination des hommes mariés et aurait manifesté une ouverture à l'ordination des femmes. Euh, et effectivement, c'est les personnes, les membres du clergé qui sont allés dans ce sens sont très rares. Mais à votre connaissance, est-ce que un mouvement comme Femmes et hommes dans l'Église qui fonctionnait donc au cours des années 70 en France, est-ce que il y a eu des contacts entre Bonnet et ce mouvement qui travaillait à faire en sorte d'une transformation des rapports hommes-femmes dans le champ religieux et particulièrement dans l'Église catholique? Non, merci pour votre question. Non, je ne connais aucun lien. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que Bonnet écrit qu'il est même en faveur de l'ordination des femmes dans son pamphlet À et à Dia, mais cette position, elle est importante parce qu'elle permet bien de le démarquer d'une critique traditionnaliste, donc c'est important de la noter. En même temps, il faut reconnaître qu'elle a une fonction un peu rhétorique dans son discours. C'est pour dire qu'il est anticlérical au point que, pour abolir, en fait, lui, il veut abolir en fait la domination cléricale. Eh bien, il faut enfin, ce qu'il va le plus soutenir, c'est les viri probati, c'est-à-dire l'ordination d'hommes mariés, ce qui est une manière, en fait, de réintégrer le sacerdoce dans le laïcat, de son point de vue. Et donc, sur la question des femmes ou sur les questions de genre, il n'a pas de réflexion spécifique, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui pense que l'ordination des femmes en tant que telle, voilà, ça vient réparer une égalité. Non, c'est pas du tout. Enfin, en tout cas, il n'a pas de texte sur ce point. C'est pas du tout quelque chose qui est au cœur de ses préoccupations. Sa préoccupation, c'est vraiment l'abolition des abus de pouvoir cléricaux
Et voilà, donc, mais sur ce point, donc, sa trajectoire, ses engagements ne croisent pas ceux de hommes et femmes dans l'Église. Et par ailleurs, quand même, dans les contextes de polarisation des années 70, je pense qu'il aurait été un peu éloigné d'eux. C'était pas on va dire son type d'orientation. OK. Mais en même temps, ce type de réflexion apparaît d'une éminente actualité, d'une grande pertinence encore pour aujourd'hui, Oui, compte oui, tenu parce que des pratiques qui, à l'heure actuelle, vont effectivement dans le sens de renforcement du cléricalisme, même si le discours officiel veut aller dans le sens d'une décléricalisation. là où aujourd'hui, effectivement, on peut le raccrocher à les problématiques actuelles, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui voit la dimension systémique du pouvoir clérical. Et, et ça, il le dénonce assez bien. Il le dénonce assez bien, même si, bon, on est encore à l'époque assez loin des questions d'abus sexuels, non qu'ils n'existent pas, mais enfin, ils étaient sous silence ou invisibilisés. Donc voilà, là-dessus, il a une réflexion assez intéressante. Mais il faut aussi le remettre dans son contexte, c'est que dans les années, à partir de 1973, et puis ça monte en puissance en 74-75, il y a une grande vague d'anticléricalisme. Il y a toute une série de pamphlets anticléricaux qui paraissent et qui, la plupart du temps, s'appuient sur une rhétorique conservatrice. C'est contre toujours le clergé progressiste. Et donc Bonnet précède un peu la tendance et donc lui aussi attaque le cléricalisme exercé au nom de la modernisation, mais tout en cherchant à rappeler que ça n'est pas la modernisation qui lui pose problème, c'est l'exercice du pouvoir qui est associé, ce qui le distingue un petit peu. Merci beaucoup. Merci Marie-André, merci Yann pour la réponse. On avait tantôt Vincent Roche avait levé la main. Oui. Et la Je ne question sais de pas M. si vous... Raté ensuite. Et Monsieur C'était Raté également. poser les deux Poser les deux questions questions. Ok. et on va Je vais, conclure ensuite. je vais tâcher d'aller vite. J'ai vécu en France, dans certains pays d'Afrique, au Québec et en Ontario. Inutile de vous dire que l'expérience religieuse n'est pas du tout vécue de la même manière. Je voudrais savoir si M. Bonnet a tenu compte du fait qu'il y a d'autres dimensions que l'intellect pour la religion. Il y a le rôle du corps, le rôle des émotions, le rôle du ressenti, ou si, quelque part, il n'a pas été un peu prisonnier de l'intellectualisme, qui est quand même une caractéristique française, moins présente au Québec, et dans quelle mesure on peut vraiment parler de phénomènes religieux si on est juste dans l'intellect. Merci. Merci. Alors, écoutez, très brièvement, Serge Bonnet n'a cessé de penser l'importance du corps et de critiquer justement le caractère extrêmement desséchant de toute une pastorale trop élitiste. Donc, c'est quelqu'un qui partageait tout à fait votre expérience, bien qu'il ne soit pas allé ni en Afrique, ni qu'il ait traversé l'Atlantique. Donc, il défend et il montre bien, entre autres, qu'il rappelle que quand on fait de la sociologie de ce qu'est l'appartenance, de la manière dont l'appartenance catholique est investie, très souvent ce qui démarque les catégories populaires, c'est que pour elles, être catholique, c'est être baptisé, c'est toujours le passage par les rites, par les gestes, là où les élites sociales ont tendance à dire qu'être catholique, c'est avoir la foi, c'est-à-dire à mettre en avant plutôt une forme d'orthodoxie, de maîtrise doctrinale, de capacité à justifier par son discours son positionnement. Et ça, Bonnet montre toute l'importance du corps, toute l'importance de ce qui se joue dans les formes populaires de dévotion, et qui pour lui est tout à fait profond. Et entre autres, il fait partie de ceux qui va beaucoup critiquer dans la réforme liturgique, alors même qu'il est pour la réforme liturgique, le fait que le corps soit effacé au profit de la parole. Alors qu'il dit que beaucoup de choses se jouent par le corps et qu'on a eu un peu tort de croire qu'en expliquant mieux, on allait créer des liens plus forts à la liturgie. Pour lui, ça ne fonctionne pas comme ça.
juste pour Monsieur Roche, une dernière phrase. Il y a l'historien Alphonse Dupron qui a été assez convaincu par les positionnements de Bonnet, et dans son livre sur Puissance et latence du catholicisme, hein, qui est un excellent essai, Puissance et latence de la religion catholique. Alphonse Dupron tire des leçons de toute la controverse sur la religion populaire, et il a une phrase qui est assez géniale pour synthétiser un de ces enjeux. Il dit finalement, avec la réforme, la concentration christocentrique a défait les attachements cosmiques. Et il y a bien quelque chose qui est de cet ordre-là, qui se joue, on va dire, dans la modernisation du catholicisme dans les années 60. Oui, il y avait un côté un peu païen avant, un christianisme qui était lié à la terre, aux saisons, mais qui, on va dire, accrochait le christianisme à des besoins anthropologiques très forts. Et lorsque le christianisme a été séparé de cela, il est devenu beaucoup plus intellectuel et finalement une religion plus élitiste. Alors écoutez, là, c'est toujours la même chose. À la fin, il y a toujours les gens se manifestent en dernier lieu et jettent des questions sur le chat room. Et il y en a plusieurs, donc peut-être je vais simplement les lire et laisser ensuite la parole à Yann et nous conclurons par la suite. Alors, les questions sont celles-ci, il y en a plusieurs. Quel type d'orientation donneriez-vous à un projet de formation pour les futurs prêtres pour éviter ce qui ressemble à une forme de dérive cléricale inévitable, apparemment? Question de M. Alain Raté également. Mais question de M. Blais. Ma question porte sur les échos des écrits de Bonnet au sein des églises protestantes de France, en lien avec les travaux dominicains dans le champ de l'œcuménisme. Donc, c'est une question pour experts ici, et je suis sûr que Yann pourra y répondre avec facilité. Et dernière question de M. La Liberté. Il dit, j'aime bien cette réflexion sur une oscillation entre christianisation et déchristianisation. Cette question s'est posée au Québec. Vous en avez bien parlé. Je pense au frère Untel qui, en 61, parlait des chrétiens qui ne tiennent debout que parce qu'on leur tient les oreilles, par les oreilles ou les épaules, je ne me souviens plus exactement. J'ai quand même, je pense que c'était les oreilles, j'ai quand même toujours un peu de difficulté quand on qualifie d'élitisme ce désir que les chrétiens soient plus explicitement confessants quand on pense que la foi des origines n'avait rien de massif, mais où Paul appelait les membres des communautés qu'il avait fondées à cesser de se nourrir de petits laits et à confesser explicitement la foi en la mort, résurrection du Christ. Cela n'est-il pas tout de même le cœur de ce qu'est être chrétien? Il semble donc difficile de qualifier cela d'élitisme. Donc, trois questions différentes. Yann, je te laisse pour conclure, répondre, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre très brièvement. Merci pour ces questions. Alors, si j'étais supérieur d'un séminaire, d'un quelconque séminaire catholique, eh bien, écoutez, j'avoue, je ne sais pas. Alors là, je reste dans mon domaine. Je n'ai pas de recommandations pastorales ou de recommandations théologiques à faire. Je n'en sais absolument rien. La seule chose qu'en chercheur en sciences sociales, je pourrais recommander, c'est de lire des sciences sociales et de connaître l'histoire, en fait, du catholicisme contemporaine, parce que connaître l'histoire, c'est approfondir sa propre conscience historique. Et je crois que c'est aussi un moyen de ne pas absolutiser ses convictions, ni le moment dans lequel on est, et que donc ce saint relativisme est déjà peut-être une manière de débrancher certains dispositifs cléricaux, mais je ne peux garantir que cela suffirait. Alors, sur les liens avec les églises protestantes, réponse très rapide, je n'ai pas trouvé de lien entre Bonnet et les églises protestantes. Je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas eu de réception, je n'en ai pas trouvé de traces, et donc je ne peux pas m'avancer au-delà des traces en bonne méthode historique sur ce point, donc navré de ne pouvoir satisfaire votre curiosité. Alors ensuite, le frère Untel, j'ai lu le frère Untel lors de ma première venue au Québec pour entrer à travers un peu un document d'époque dans la Révolution tranquille. Alors, bien sûr que je comprends bien votre question qui est forcément vouloir des chrétiens conscients, est-ce nécessairement élitiste?
Non, bien sûr que non. Sinon, ça serait exercer une forme de condescendance terrible à l'égard des catégories populaires en pensant qu'elles ne peuvent appartenir que bêtement. Donc, c'est pas du tout le propos de Bonnet. Le propos de Bonnet, c'est juste de penser qu'il y a une gradualité, qu'il y a un cheminement, et que ce qui se joue dans des besoins rituels à l'occasion des âges de la vie ne doit pas être méprisé. Il ne prétend jamais que ce soit suffisant, il ne prétend pas du tout qu'il faut donner le baptême sans discernement, il dit juste que il faut bien faire attention que quand on refuse ces demandes, ça n'ait pas plus d'effet pervers que quand on les accepte, ce qui engage un cheminement qu'il faut accompagner. Donc voilà, il est très prudent là-dessus et observe juste que refuser les baptêmes tout en proposant quelque chose d'élitiste, en fait, ça a décroché les gens. Mais que ça ne signifie pas pour autant que voilà, les demandes de rite étaient suffisantes en soi. Hein, ça n'était pas son propos. Hein, c'est plus subtil que ça. Écoutez, c'était une conférence passionnante. J'aimerais d'abord remercier, bien sûr, le conférencier Yann Raison Ducleuziou, que nous pouvons en quelque sorte applaudir virtuellement. Je te remercie beaucoup, Yann. Je remercie également le CRIDAC ainsi que la Société québécoise pour l'étude de la religion, ainsi que la chaire Jeunes et Religion et bien sûr le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone pour leur appui pour la diffusion. J'aimerais bien sûr aussi remercier Jana qui a beaucoup travaillé pour qu'on soit tous là ici et je vous remercie tous et toutes d'être venus à cette conférence en espérant qu'il y en aura encore d'autres que nous organiserons tous ensemble avec plusieurs universités pour faire rayonner en quelque sorte la pensée et les sciences sociales et historiques des religions. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée pour ceux Merci qui sont beaucoup à toutes et à tous. à l'apéro et une excellente journée pour ceux qui la continuent. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. À la Merci prochaine. Martin, merci Catherine, merci à toutes et tous. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.